Je découvre la libre pensée avec beaucoup d'intérêt, je suis très frappé par la qualité à la fois des intervenants qui ont parlé et des intervenants qui ont parlé dans la salle. Comme je vous le dis, je suis psychanalyste. Je me suis mis à réfléchir à ce que je pourrais dire dans une intervention ici, de mon point de vue, j'ai à la fois de citoyen, mais aussi de quelqu'un qui travaille depuis longtemps dans le champ de la psychanalyse, de la psychologie, mais je préfère dire de la psychanalyse, qui, d'après moi, est une vision du monde, une vision des subjectivités humaines très particulières qui ne peut pas se résoudre ni à la psychiatrie ni à la psychologie. Mais c'est un tout autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si je dois initier mon intérêt pour venir parler ici, c'est à la lecture du livre d'Ouria Boutelja. Le titre, c'est Les Blancs, les Juifs et nous, qui est un livre qui m'a profondément révulsé. Et je me suis demandé pourquoi il était si bien, finalement, si favorablement accueilli. Et pourquoi on déroulait les tapis rouges, même critiques à son égard, parce que c'est un livre purement raciste, intégralement raciste, et je crois qu'il faut le dénoncer en tant que tel. À la suite de quoi, mon Dieu, j'ai continué à travailler. Et alors, bon, je viens ici, je ne sais pas très bien comment commencer, parce que je ne suis pas tellement de la maison. La question de la tolérance, Fatia tout à l'heure m'a pris mes mots, je comptais parler de Claudel aussi, ben, elle a parlé de Claudel, alors je ne parlerai plus de Claudel, mais je reste un peu sur cette idée que finalement la tolérance, ça me pose un gros problème, c'est que je ne peux pas considérer que ça soit une relation symétrique, c'est une relation asymétrique entre des gens qui sont tolérés et des gens qui sont tolérants. Et quand tu parlais tout à l'heure c'était d'abord une position morale et peut-être un bienfait moral, c'est une pensée que je partage. Je voudrais peut-être alors venir plus sur le versant de la laïcité. Parce que pour moi, la laïcité, d'abord, c'est quelque chose de menacé actuellement. Je pense qu'elle est menacée depuis un certain temps, depuis plusieurs décennies, par une espèce de retour du religieux, très globalement, mais particulièrement aussi par l'accent qui est mis par les formes de religiosité qu'on rencontre dans l'immigration musulmane en France. Ce qui me travaille, ce sont les tensions qui existent actuellement dans la gauche. Je trouve que les propos qui ont été tenus ici sont extrêmement positifs et l'accueil que la salle a fait à des propos qui, au fond, pouvaient peut-être, d'un certain côté, comment je pourrais dire, agiter le cocotier. C'est qu'on va peut-être vers un renouveau d'une pensée, on va peut-être vers le renouveau d'une recherche, et qu'on ne traitera plus certains propos qui peuvent être des propos qui, pour moi, sont des propos de vérité, de l'eupénisation des esprits. Mais qu'on peut penser qu'il y a une possibilité, une expérience critique qui est plus complexe que ce qui a pu en être dit jusqu'à présent. Je vais expliquer un petit peu ma méthode de travail. Je suis parti de ce qui me venait un peu à l'esprit. Quand j'ai dit que c'était au fil de la plume, c'était vraiment au fil de la plume. Je vous parlerai d'exemples cliniques. Mon premier exemple clinique, c'est un monsieur qui était venu me voir, un monsieur avec qui je n'avais pas particulièrement d'affinité, mais on met ça de côté. Un jour, il me raconte qu'il est allé dans une fête de Noël qui était donnée dans sa belle famille. Et là, sa petite belle-sœur, la toute dernière, arrive avec son petit copain qui est maghrébin. Bon. Et alors tout se passe très bien, on accueille très bien le jeune homme. Seulement au cours du repas, le jeune homme devient méfiant sur ce qu'on lui sert à manger. Et finalement, il touche pratiquement rien. Bon. Et alors, ce qui devient
très particulier, c'est que la jeune fille, sa copine, qui adore tout ce que sa mère avait fait en particulier pour elle, laisse tomber. Elle ne touche à rien non plus. Et alors, ce qui se passe, c'est que bon, le monsieur était allongé et moi j'étais derrière, et je ne peux pas m'empêcher de m'exprimer. C'est extraordinaire ce que vous me racontez, c'est une vraie histoire française. Et je me suis demandé, mais pourquoi Vindieux, je lui ai dit ça. Au fond, il avait d'autres choses à me dire que... Hein. Alors je l'ai interrompu, et finalement, ce qui m'est apparu, c'est que, bon, la fête de Noël, c'est une fête symbolique importante pour tous. Au fond, qu'on soit religieux ou qu'on ne soit pas religieux, elle a pris une importance considérable en France. C'est une fête de renouveau, et c'est une fête, je dirais, de plat partagé. C'est une fête dans laquelle les corps sont engagés. On s'habille bien, les corps et l'excès, hein, l'excès d'appétit, l'excès de nourriture à manger. Et là, finalement, dans ce contexte, ce jeune homme, bon, il a fait quelque chose, au fond, je ne sais pas du tout pourquoi. Et il a tout à fait le droit de le faire, mais il n'y a aucun moyen de savoir ce qui le poussait brusquement à décider qu'il ne mangerait pas. Alors, il y a un personnage qui est évidemment crucial, qui est très intéressant, qui est cette jeune fille, qui décide de ne plus manger. Bon, on pourrait dire, elle arrête de manger par amour. Mais finalement, ça ne va pas au fond des choses. Qu'elle le fasse par amour, moi je trouve surtout qu'elle est extrêmement habile. Elle est habile parce qu'en décidant de faire ce sacrifice, c'est un sacrifice de son appétit, de ce qu'elle est, elle devient solidaire de ce jeune homme et elle empêche qu'il y ait une rupture autour de la table. S'il s'était retrouvé tout seul à ne pas manger, il aurait été complètement en rupture. Elle fait cette hypothèse, je ne pense pas qu'elle se fasse consciemment, mais elle fait cette hypothèse qu'en ne mangeant pas, il restera parmi eux parce qu'ils seront deux et qu'il y a un lien d'affection avec ses parents qui feront que ça sera tolérable. Bon. Et alors, est-ce qu'on va en rester là ? Non, parce qu'il y a d'autres personnes. Il y a notamment les hôtes. Le père et la mère qui reçoivent ce jeune homme. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils ont une attitude, au fond, on pourrait dire, très vivre ensemble. Il a ses goûts, on a les nôtres. Bon, il est libre, je ne sais pas s'ils lui ont fait des œufs au plat, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais finalement, il n'y a pas de réaction. Je me dis, bon, c'est très bien. Mais là encore, est-ce que ça va vraiment au fond des choses ? Et je me suis posé la question, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvé dans cette situation-là ? Alors je me dis que j'aurais fait sans doute comme eux. Mais je n'aurais pas été content. Alors je n'aurais pas été content parce qu'évidemment on sent bien que ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a une rupture importante dans cette scène. C'est une rupture de la parole commune, de quelque chose qui peut s'échanger. On accepte qu'il y a un non-échange. Le non-échange de nourriture, c'est un non-échange de parole. Et que là, il fallait trouver quelque chose à dire. Et je pense que si j'avais vraiment été en forme, j'aurais aimé pouvoir dire à ce jeune homme, si j'avais été là, écoutez, vous avez le droit de ne pas manger. Maintenant, à mon avis, vous êtes en train de jouer quelque chose qui est peut-être pas si grave, qui est d'une transgression religieuse, mais vous êtes en train de perdre quelque chose qui est la possibilité de partager un repas avec d'autres personnes. Et que finalement, dans toutes les religions, il y a une possibilité, quand on est pécheur, de se faire pardonner. Et vous pouvez aussi l'utiliser, vous avez ce joker en main. Bon, je ne sais pas si ça convainc, mais je pense que ça serait tout de même quelque chose qu'il faudrait pouvoir tenter. Et qui est au-delà peut-être du vivre ensemble et de la tolérance, mais qui est Alors, le terme de commun a été critiqué ce matin. Ce n'est pas tellement la constitution d'un commun, finalement, mais la constitution d'une histoire commune. Qu'on puisse faire histoire commune justement parce qu'on s'est mis à partager des plats ensemble.
Alors, cette histoire commune, on sait qu'elle est en crise. Il faudrait la poser, la développer, cette crise de ce qui fait histoire commune actuellement. Et particulièrement pour nous à gauche, où on en est, où on va. On passe son temps actuellement à s'envoyer tous les noms d'oiseaux. Sale laïcard, idiot utile. Je ne sais pas, il faudrait peut-être essayer de trouver une issue à cette situation. Alors j'ai en tête un petit modèle, je ne vais pas encore y venir parce que je fais des digressions. Mais j'ai en tête un petit modèle, je voudrais simplement dire quelque chose avant d'aborder cette question. Je suis personnellement, et je dirais d'une façon du fond de mes tripes, quelqu'un qui est un chaud partisan de la laïcité. Et je vais vous dire, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. J'ai entendu il y a quelque temps Pierre Manant parler à la radio. Pierre Manant que tu as cité tout à l'heure. Alors Pierre Manant disait finalement, oui, la laïcité, mais finalement, pourquoi être aussi, comment on pourrait dire, hermétiquement clos aux religieux? Il disait, moi quand j'étais petit, et bon, ben, quand il y avait la communion, on allait en classe, on donnait des images pieuses. Oui, il a ce souvenir et il dit, tout le monde était content. Ben pas moi. Moi, j'étais pas content. J'étais pas content pour une raison simple. Je suis né en 1946 dans une famille juive. Et alors, quand les types venaient avec leurs brassards, mes copains, moi, j'étais plus un élève, j'étais un juif. Je dirais qu'il y avait quelque chose. Et être un juif, c'était pas un problème. Sauf que ça me renvoyait à la maison. Et à la maison, c'était une famille où on avait fait de la chasse à l'homme, ils étaient le gibier. C'était pas agréable comme idée. Moi, j'étais très content d'être à l'école, j'étais très bon élève. J'étais très docile. Comme on dit, j'acceptais d'apprendre. Tout simplement parce que c'était un endroit où on me foutait la paix. Et alors, quand on vient vous dire qu'on aurait le droit de ne pas foutre la paix aux enfants, en particulier les enfants qui viennent des minorités, au nom de la religion, je suis foncièrement contre. Et toutes les formes de laïcité, quelque chose, ça me paraît être criminel. Bon, je me livre un peu trop peut-être. Je peux raconter une autre histoire. Bon, ce sont des exemples cliniques pour moi, mais vous pourrez prendre ça comme des anecdotes. Mais j'ai travaillé très longtemps en CNPP à Marseille. Il y avait beaucoup d'enfants musulmans. Et il y avait un gamin, son nom signifie roi en arabe, Malik. Il vivait avec son frère et une mère, mais qui était folle alliée, complètement délirante. Et cette femme complètement délirante était une mère exceptionnelle. Elle s'occupait de ses enfants de façon admirable. Mais lui, il était complètement perdu. Et un jour, il m'arrive, il me demande qui est le président de la République. À l'époque, ça devait être Chirac. Bon. À partir de là, il me demande qui était avant. Je lui dis. Et puis après, ça recule de fil en aiguille. Je lui dis, attends, on va faire quelque chose. J'ai pris un petit Larousse, il y avait la liste de tous les chefs d'État français depuis Clovis, et je vais photocopier ça. Ça va vous paraître extraordinaire, mais ce gamin en a été bouleversé et changé. Cette liste, dans laquelle lui, alors, étant un Malik, pouvait venir s'intégrer aussi, parce que c'était un roi, il avait quelque chose qui l'a arrimé, et très étonnamment, il a changé. Moi, je trouve que c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger, cette possibilité qui existe chez tous les enfants, d'essayer de trouver leur bien où ils se trouvent, et pas obligatoirement dans une assignation religieuse ou ethnique. Alors, je reviens sur cette histoire de modèle. J'ai été très bouleversé
par les événements. Je crois qu'on en a parlé, mais pas particulièrement. On les a cités, je crois, par les attentats. Ces attentats, bon Dieu, ça nous a tous changés. Excusez-moi de citer Dieu une fois encore, je retire. Ces attentats, ça nous a changés. Et ça nous a très profondément changés, je veux dire, simplement dans des réflexes simples. C'est qu'on fait attention, comme on ne faisait pas attention auparavant. On fait attention dans les lieux publics, je ne sais pas comment ça se passe à Clermont, mais je vous assure qu'à Marseille, on fait attention. Je pense qu'à Paris aussi, on fait attention. On se demande, on a toujours cette possibilité que quelque chose pourrait arriver. Je trouve que c'est une transformation personnelle très importante. Mais en travaillant là-dessus, en travaillant pour ce que je vous présente aujourd'hui, j'ai relu un texte que je trouve absolument admirable et qui tenait très bien le coup à la relecture 2 ans après, puis c'était un texte écrit, enfin 1 an après, puisque c'est un texte écrit juste après janvier 2015, donc l'attentat, enfin l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo et des clients de l'Hypercacher, ainsi que des policiers qui sont morts, donc dans le policier Merabet et la jeune femme policier qui a été aussi tuée par Koulibaly. Et avec tout ce qui s'est passé ensuite, les manifestations, et ce texte dont je vous parle s'appelle « Prendre date ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. C'est un texte coécrit par un écrivain, Mathieu Riboulet, et un autre écrivain, mais qui se trouve aussi être professeur maintenant au Collège de France, Patrick Boucheron. Historien au Collège de France. Merci Christine. Patrick Boucheron. Et ce texte, alors, coécrit à 2 mains, quand on les connaît un peu, on sait qui a écrit quoi, mais aucun des épisodes n'est signé. Les épisodes, ce sont différentes journées qui vont du 6 janvier, avant les attentats, jusqu'au 14 janvier, qui est la date de parution du nouveau Charlie Hebdo. Vous savez, le Charlie Hebdo qui a suivi. Et donc vous vous rappelez, je crois, la page de garde, on voit Mahomet, au-dessus de lui il y a un bandeau, tout est pardonné, et il tient un petit panneau où il y a marqué « Je suis Charlie ». Alors, je vais vous expliquer, je vais prendre un extrait de ce texte parce que j'en ai besoin pour établir ma théorie. Ma théorie, c'est que nous sommes... Alors c'est une théorie un peu tirée par les cheveux, et je dirais, c'est une liberté que je prends, mais enfin c'est la liberté de penser. Une liberté de créer quelque chose, même en forçant, on pourrait dire, les précautions d'usage. Ma théorie va être la suivante. Je crois que nous sommes, globalement, sociétalement, dans une situation de dépression. Et les attentats ont installé sur cette dépression un traumatisme. Alors, je me sers de cette hypothèse pour essayer de mettre de l'ordre dans les propos qui ont été tenus post-attentat. Et pour essayer de voir comment on pourrait les classer en fonction de quelque chose que je vais vous expliquer, c'est comment on sort d'un traumatisme. Alors, pour étayer cette idée de la dépression, je partirai d'un petit extrait, mais je vais vous lire une extension, qui est écrit par Patrick Boucheron le 14 janvier. Alors, le 14 janvier, il l'oppose au 11 janvier. Il dit le 11 janvier, il y a une espèce de mouvement très fort de résurgence, de sentiment d'appartenir à un corps chaleureux à la fois et puissant. Mais ce qu'il dit surtout, c'est qu'après ce mouvement du 11 janvier, vient le 14 janvier, et là, tout part en lambeaux dans les réactions au nouveau numéro de Charlie. C'est-à-dire que les critiques reviennent, et que ce qui avait fait cette unité, cette possibilité de se mobiliser, s'était complètement démobilisé. Et Boucheron écrit ceci. Si le programme de Moussa al-Souri
Moussa Al-Souri, c'est l'auteur d'un texte qui est, on pourrait dire, le texte organique de Daesh. Le texte par lequel il lance la ligne politique et la ligne stratégique de Daesh. Si le programme de Moussa Al-Souri est bien celui-là, et comment douter qu'il le soit, quand il continue inexorablement à se dérouler sous nos yeux, le programme étant de faire des attentats pour qu'il y ait des réactions anti-musulmanes, pour réunir la communauté musulmane autour de Daesh. Il ne devient réellement efficace qu'à partir du moment où les terroristes attaquent des cibles et avec elles les valeurs que nous croyons sincèrement vouloir défendre, mais qu'en réalité, et j'attire votre attention sur ces quelques mots, nous ne défendons plus. Parce que nous ne nous aimons plus, ou plus exactement, parce que nous n'aimons plus rien d'autre que nous détester. Voilà pourquoi il est si judicieux pour eux d'assassiner des juifs, des musulmans sous l'uniforme français et des journalistes de Charlie Hebdo, c'est frapper ceux que l'on n'aime vraiment pas, sans pouvoir l'avouer, c'est raviver de très vieilles blessures, exciter l'inconsolable par des exaspérations du temps, administrer aux foules assemblées une fulgurante leçon d'histoire. Alors si on reprend ces termes, bon, je ne vais pas y revenir là, mais cet état de gens qui n'aiment tant rien qu'à se détester, je vous affirme que c'est l'état dans lequel on trouve les gens déprimés, et profondément déprimés. C'est un état dans lequel rien d'autre n'existe que la propre détestation de soi. Et alors on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on serait rentré actuellement dans un temps d'une telle dépression. Eh bien, mon hypothèse, c'est que je crois que tout ce qui avait été établi devant, qui venait faire, je dirais, barrage psychologique, moyen de se défendre contre ce qui reste pour nous et d'une façon très profonde, et je dirais dans l'ensemble de nos sociétés européennes, l'horreur absolue qui a été la dernière guerre mondiale, le fascisme et le nazisme, les barrières qu'on avait mises ne tiennent plus. On a une résurgence du racisme, on a une résurgence des formes de fascisme de tous bords. L'idée européenne, qui avait été une grande construction tout de même pour ma génération, elle s'est effondrée. Et je dirais même que, et je ne défends absolument pas la politique israélienne, mais la remise en cause, plus ou moins larvée, de l'existence de l'État d'Israël, pèse aussi dans la dépression, dans la mesure où l'existence de l'État d'Israël avait été un moyen qu'on avait trouvé en Europe pour amoindrir le choc qu'avait été pour tout le monde de la découverte de l'étendue que pouvait prendre l'antisémitisme. Et que tous ces éléments, actuellement, qui sont des éléments, je dirais, de rupture, nous rendent globalement tous extrêmement fragiles. Les attentats sont arrivés, des attentats qui sont des attentats extrêmement sanglants, qui sont des attentats, enfin il y a eu plus de 300 personnes qui ont été tuées en 2 ans, avec des meurtres d'enfants, et surtout cette impression que des gens pouvaient sortir dans des conditions qu'on ne connaissait pas, et pouvaient venir commettre des actes impensables. Par ailleurs, ce qui devient très troublant, c'est que les gens qui commettent ces actes sont des gens qu'on croise, sont de jeunes Français, sont des gens qui sont de milieu musulman, mais qui peuvent aussi sortir d'autres. Ça crée une espèce de sentiment de rupture avec notre jeunesse, un sentiment de très perturbant, au fond, qui amène beaucoup de comment je pourrais dire, de vigilance à droite et à gauche, et que face à ces événements traumatisants, comment est-ce qu'on a réagi? Et alors, on dit classiquement que quand il y a un traumatisme, la sortie du traumatisme se fait par 4 phases. Une première phase, c'est une phase de déni. Finalement, tout se passe comme si rien ne s'était passé.
soit ce qu'on appellera une réaction qui est, je vais trouver les causes d'une réaction de type paranoïaque, de type il y a un ennemi qui m'a fait ça, etc. Une troisième réaction qui est je ne l'ai pas mérité. Les deux sont très proches, celle de la paranoïa et celle du marchandage. Et quatrièmement, une réaction qui consiste à accepter finalement la réalité, pour aller très vite. Je crois qu'on a beaucoup connu des discours qui étaient des discours de déni. Ce ne sont pas des musulmans. C'est le Mossad qui l'a fait. Bon, et on les a eus aussi bien à l'extrême gauche. Je classe dans les réactions de déni, ce ne sont pas eux vraiment la cause. Que du côté, on pourrait dire, musulmans, ce ne sont pas des musulmans, etc. Bon. Des réactions paranoïaques, on la connaît, c'est celle de l'extrême droite, en général, qui dit finalement, si on règle le problème des musulmans en les virant tous, on aura la paix. Hein, c'est le discours, bon, un discours ethnique. La troisième, il se recoupe d'ailleurs avec du marchandage, puisque si on marchande, on peut marchander musulmans contre pièce sociale. Bon, pour arriver à la quatrième, eh bien, je dirais que c'est tout le problème. Et je pense que c'est le travail qu'on a à faire. Alors je suis assez content parce que le travail qu'on a fait aujourd'hui me paraît aller dans ce sens. C'est-à-dire qu'on essaie de faire face aux réalités. Hein? Ne plus se laisser écraser par au fond, les appellations de racistes ou d'islamophobes que tout discours qui pourrait être discours critique pourrait rencontrer. J'ai reçu un courrier d'un jeune homme qui était un garçon qui avait des opinions, je dirais, très islamo-gauchistes et qui est en train de virer complètement de bord. Et il vire de bord en ayant peur. Et il a très très peur. Il a très très peur de devenir raciste. Je crois que c'est une peur qu'on partage tous. Parce que, comme dit l'autre, le racisme c'est tout de même quelque chose, c'est la chose du monde le mieux partagé. Et qu'on lutte, en général, quand on a une conscience, contre de tels sentiments. Donc on a toujours très peur de les voir affleurer. Je me suis rendu compte à ce propos que, effectivement, et je dirais de la part du fait du temps perdu terrible, et pas que du temps perdu, mais aussi des concepts perdus, des notions, des valeurs perdues par la gauche, perte de la laïcité, abandonnée à la droite, perte de la souveraineté, abandonnée à la droite. On se retrouve dans une situation tragique. On ne sait plus comment parler. Et la perte de la parole est la pire des choses. Et il faut qu'on puisse nommer ce qui nous arrive. Et pour nommer ce qui nous arrive, il ne faut pas avoir de tabou. Alors je crois que le fond de l'affaire, c'est de mettre ces questions religieuses à leur juste place. Qui, à mon avis, c'est pas la chose la plus importante. Et Véronique avait tout à l'heure tout à fait raison de parler de la lutte des classes. Ce sont des questions secondaires, importantes, mais qui ne sont pas des questions principales dans une société. Alors, pour terminer sur une petite image, très rapide, j'ai vu une fois des femmes voilées et des femmes non voilées qui étaient ensemble, qui s'écoutaient, et vraiment, il n'y avait aucun problème. C'était des mères de famille qui, dans le quartier où je travaillais, luttaient contre la fermeture d'une classe. Elles se sont toutes retrouvées sous la même banderole, elles ont écouté les discours de la FCPE et la traduction en arabe, parce qu'il y avait des mères qui ne parlaient pas français, du discours de la FCPE. Et je dirais que je garde cette image, simplement cette image, en me disant, bon Dieu, peut-être que les choses peuvent être autres que ce qu'elles sont. Voilà.